C'est un projet ambitieux qui vise l'émancipation économique de l'Afrique en favorisant notamment les échanges entre les pays du continent. La zone de libre-échange africain est officiellement entrée en vigueur le 4 juillet. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine de Niamey au Niger consacre le lancement de sa phase opérationnelle. Mais pour l'heure, les défis restent multiples. Nous en parlons sur ce plateau avec le professeur Laurent Kodjo. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Vous êtes ancien vice-doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, Monsieur Kodjo, quel est l'intérêt de la zone de libre-échange pour le continent africain? Oui, théoriquement, une zone de libre-échange est un pas vers le libéralisme complet, à savoir la suppression des tarifs douaniers et des barrières non tarifaires, comme les quotas d'importation, d'une manière générale, toutes formes de barrières à l'échange. Et quand on supprime de tels obstacles aux échanges, on s'attend généralement à l'élargissement des marchés nationaux qui vont connaître des économies d'échelle. Les entreprises vont connaître un surcroît de productivité avec les économies d'échelle. Et donc, généralement, lorsque on supprime ces obstacles aux échanges, on s'attend à ce qu'il y ait vraiment une amélioration du bien-être national. Voilà l'objectif visé par une zone de libre-échange ou une union douanière, et ainsi de suite. Mais est-ce que dans la réalité, on observe réellement ces choses? C'est ce que nous verrons ici dans ce débat. Et c'est ce que nous verrons justement sur ce plateau. Mais pour le moment, on parle d'une avancée historique. Je vous invite à écouter le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahama. Au cours des derniers 6 mois, la Commission, en étroite collaboration avec le comité des représentants permanents et les experts de nos États membres, a continué à travailler sans relâche pour donner une lisibilité plus renforcée à la mise en œuvre des projets phares identifiés par l'agenda 2063 et pour certains lancés officiellement depuis 2018 par les chefs d'État et de gouvernement. Il va sans dire que le plus emblématique de ces projets est la zone de libre-échange continentale africaine que nous nous apprêtons à sortir des fonds baptismaux dans quelques heures. En effet, la ZLECAf ambitionne d'intensifier les échanges commerciaux sur l'ensemble du continent et de constituer à terme un marché continental intégré, dans lequel se sont investis, dans un inégalable dévouement, la Commission de l'Union africaine, les ministres du Commerce, les communautés économiques régionales, nos partenaires traditionnels et une batterie d'experts mis à la disposition par les États membres. Professeur, après plusieurs mois de réticence, le géant du continent africain, le Nigeria, a finalement décidé d'adhérer à ce projet. Et ça va plutôt revigorer la zone de libre-échange continentale. Oui, en réalité, la meilleure solution serait qu'on ait une zone de libre-échange pour l'ensemble du monde. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la suppression des obstacles aux échanges améliore le bien-être national parce que cela va entraîner une augmentation des échanges entre les pays membres. Nous nous rendons compte que lorsque l'espace est petit, exigu, il est difficile qu'on ait ce qu'on appelle le plein emploi des facteurs de production. Les équilibres ne se réalisent pas parce que le pays a besoin de matières premières qui ne se situent pas dans la zone géographique du pays et il est obligé d'aller à l'extérieur pour acquérir ces matières premières pour son développement. Or, si le pays était l'ensemble du monde, toutes les ressources naturelles se trouvant dans l'ensemble du monde, on n'aurait pas besoin d'aller les chercher ailleurs, c'est le même pays. Chaque franc s'investit là où il est le plus rentable. Mais quand on limite territorialement un pays, un franc peut s'investir là où il n'est pas le plus rentable. Donc il est mieux que chaque franc s'investisse là où il peut rapporter plus d'argent. Maintenant, le Nigeria étant un grand pays, a moins de problèmes qu'un petit pays comme le Togo, parce que étant plus grand, il peut s'approcher du plein emploi parce que il va avoir plus de ressources et il aura moins besoin, comme le Togo, d'aller chercher ces ressources
à l'extérieur pour son développement. Donc ça, c'est une première raison valable. Comme vous voyez, les États-Unis est un grand pays. C'est un grand pays qui n'a pas besoin réellement international pour son développement. Mais les petits pays sont par définition très ouverts sur l'extérieur et sans le commerce international, ils ne peuvent pas vivre. Donc le Nigeria, de par sa dimension, a très peu besoin des autres pour vivre. Mais étant donné que déjà le Nigeria contrôle déjà un certain nombre d'organisations sous-régionales comme la CEDEAO et ainsi de suite, il souhaiterait continuer à avoir la même mise sur ces zones-là et continuer à tirer profit également de cet avantage-là. C'est un avantage, c'est une raison aussi valable, mais également, quand on ouvre, le Nigeria risque de perdre sa notoriété dans la sous-région, parce que d'autres grands pays vont entrer en lutte contre lui, et donc, dans ces conditions-là, le Nigeria risque de perdre son hégémonie sous-régionale au profit d'autres pays comme l'Afrique du Sud, comme d'autres pays plus grands en Afrique. Au lancement de ce projet, on le sait, le président nigérian Muhammadu Buhari subissait la pression des syndicats d'entrepreneurs nigérians qui craignaient que leurs produits soient concurrencés par d'autres si le Nigeria adhérait au projet. Qu'est-ce qui a pu aujourd'hui expliquer ce revirement de la première économie africaine? Oui, donc on peut concevoir aisément que le syndicat, la communauté des chefs d'État africains, la diplomatie aidant, et nous ne connaissons pas totalement les tenants et les aboutissants de cette zone de libre-échange intégrale pour toute l'Afrique. Il se peut qu'il y ait de grandes puissances qui soient également derrière cette initiative. Et peut-être cela pourrait conduire à un résultat plus probant que les autres initiatives qui ont échoué par le passé. Donc, dans tous les cas, la diplomatie aidant, et puis on peut expliquer au Nigeria, on peut lui concevoir des avantages. On peut, avec les études, on a montré au Nigeria qu'il y aurait une augmentation de 60% des échanges nigériens vers d'autres pays africains. Donc, cette étude pourrait convaincre le Nigeria qu'il n'y aura pas seulement que des pertes, mais le Nigeria peut avoir des gains substantiels, surtout avec les économies d'échelle et le savoir-faire nigérian qui est en avance. Le Nigeria pourrait certainement tirer profit de son intégration dans cette zone. Et il y a d'autres facteurs très très importants. Le Nigeria risque de perdre également la même mise sur d'autres économies africaines parce que ces économies seraient plus en relation avec d'autres pays africains et donc le Nigeria risquerait de perdre également sa même mise sur cette économie-là. Monsieur Kodjo, ce n'est pas la première fois qu'on parle de zones de libre-échange sur le continent. On a connu par exemple la SADC, l'Union du Maghreb, et avec tout ce qui était comme défi à relever au niveau de ces regroupements sous-régionaux. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut capitaliser sur ces regroupements pour réussir ce projet au niveau continental? Mais comme je le disais tantôt, en réalité, il se pourrait qu'il y ait un organisme international assez puissant qui soit à l'origine de cette initiative, comme la CNUSED ou même l'Union européenne, la Banque mondiale, et ainsi de suite. Auquel cas, on pourrait espérer quelque chose de positif. Sinon, nous ne croyons pas du tout à ce genre d'initiative, puisque depuis 1904 jusqu'à ce jour, on peut dénombrer près de 200 initiatives de ce genre qui ont toujours échoué. Et donc, les défis sont beaucoup plus importants lorsque la zone est plus large. Parce qu'il y a des problèmes de gestion, des problèmes de personnalité, des problèmes politiques, des problèmes organisationnels, et ainsi de suite. Et donc, il est vraiment impensable qu'une telle organisation puisse arriver à quelque chose, étant donné que même la gestion du Conseil de l'Entente pose des problèmes, la gestion de l'ancienne CEDEAO avait posé des problèmes, la gestion de l'UEMOA pose des problèmes, la gestion de la CEDEAO pose des problèmes. La seule organisation qui marche réellement aujourd'hui
elle a également ses inconvénients. C'est la monnaie unique de l'UEMOA. En dehors de cette organisation qui regroupe des pays indépendants, on n'a pas encore vu une organisation d'intégration qui marche. Donc, il faut penser que sans une tutelle solide, les pays africains ne peuvent pas surmonter les obstacles. C'est pour cela qu'il faudrait peut-être recommander que même l'ensemble des pays africains ou cette zone de libre-échange soit mise sous tutelle d'une grande organisation ou même de l'Union européenne. Pourquoi ne pas organiser une assemblée nationale paritaire entre l'Union européenne et l'Union africaine pour que ensemble on marche vers cette intégration? Parce que la zone même c'est une union douanière qui était lancée depuis l'an 2000 pour l'UEMOA n'est pas rentrée réellement dans les faits. En conclusion, pour vous êtes en train de nous dire que c'est illusoire à l'heure actuelle de parler d'une zone de libre-échange au niveau continental. Comme je l'ai dit au début, c'est un pas positif. Mais faut-il que cela soit concrétisé dans les faits? Parce qu'en réalité, c'est souvent une bonne humeur des chefs d'État qui arrivent à de telles initiatives, mais plus tard, il suffit qu'un pays ait des problèmes et il se replie sur lui-même. Même l'Union européenne, l'ancienne CE, quand il y avait la crise dans les années 1975 avec les deux chocs pétroliers, les deux pays, chaque pays s'était replié sur lui-même. Donc, il n'y a que dans les moments de bonheur que l'intégration est possible. Mais comme l'Afrique est continuellement dans une période de malheur, comment peut-on espérer une intégration avec des pays qui sont continuellement dans le malheur? C'est lorsque... Quand vous parlez du malheur, vous évoquez quoi concrètement? Les conflits? J'évoque, vous connaissez, la démocratie est bancale, la pauvreté est légendaire dans tout le monde entier. Historiquement, on n'a jamais eu autant de pauvreté dans un continent. Cette pauvreté, le sous-développement est un grand malheur. La lutte contre la pauvreté ne passera-t-elle pas par cette zone de libre-échange? Oui, si réellement les pays ont réglé leurs problèmes internes, comme l'état de droit, pour que le commerce puisse opérer, il faut un état de droit digne de ce nom, parce que lorsque un commerçant a des litiges avec un autre commerçant ou avec un autre agent économique, il faut que l'état de droit, la justice, tranche convenablement ce genre de choses. Mais lorsque vous avez dans pratiquement tous ces pays des juges corrompus, la démocratie qui ne marche pas du tout, la corruption atteint un niveau endémique, et ainsi de suite, vous ne pouvez pas créer une zone de libre-échange et laisser les mêmes personnes qui sont extrêmement corrompues gérer ces choses-là et obtenir un résultat. Ce n'est pas possible, à moins qu'on soit sous tutelle d'une organisation internationale crédible comme la Banque mondiale ou l'Union européenne. Sans ce genre de garde-fou de garantie, cette zone de libre-échange, quand bien même c'est un pas positif, est pratiquement l'heure. Dans quelques années, on fermera, on l'éteindra pour commencer autre chose, comme on a fermé l'UDAO, le DAO, la CAO, ainsi de suite. Être sous tutelle, comme vous le suggériez, peut régler les problèmes d'état de droit, de démocratie et de bonne gouvernance, comme vous l'évoquez? Oui, bon, dans la mesure où la seule organisation qui a tenu, malgré toutes les difficultés jusqu'à ce jour, c'est l'UEMOA ou la zone franc, on peut penser logiquement que sans cette tutelle de la France ou de l'Union européenne plus tard, depuis 1994, on ne peut pas tenir. Donc il faut forcément quelqu'un qui a déjà réalisé chez lui un état de droit, qui est un état suffisamment puissant, qui imprime la voie de l'intégration. Maintenant, sans cela,
les pays africains vont facilement se replier sur eux-mêmes, voyant qu'ils ont des problèmes multiples à résoudre à l'intérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui va leur importer. Donc il est important de régler d'abord les problèmes internes avant d'envisager une quelconque intégration régionale. Monsieur Kodjo, la zone de libre-échange continentale ambitionne la suppression de droits de douane sur les produits jusqu'à hauteur de 90%. Est-ce réaliste? Oui, bon, je compare, connaissant bien le fonctionnement, le début de l'Union européenne, la CE, jusqu'à son stade actuel, je peux vous dire que la CE a commencé par une zone de libre-échange, l'AELE, Association européenne de libre-échange, qui était aussi avec une intégration sectorielle comme l'Euratom, qui était juste une intégration entre la France et l'Allemagne pour contrôler le fonctionnement de l'énergie atomique. C'était la genèse de la CEE, Communauté économique européenne. Et plus tard, avec le traité de Rome, il était fixé que chaque pays supprime totalement les barrières douanières, les barrières tarifaires et non tarifaires entre les États membres. On leur avait donné 2 ans pour le faire. Mais tous les États membres avaient supprimé ces droits de douane et ces barrières non tarifaires 1 an avant l'échéance. Pourquoi? Parce que les droits de douane représentaient pour les budgets de ces pays-là à peine 2 ou 3%. Alors que chez nous, les droits de douane, les barrières tarifaires et non tarifaires représentent l'essentiel. Ce sont ces choses-là qui payent nos salaires, ce sont ces choses-là qui construisent nos routes. Mais comment espérer que, en réduisant ces choses de 90%, sans les remplacer par autre chose, que cela soit réaliste? À moins qu'il y ait autre chose que nous ne savons pas qui nous sera présenté. Sinon, demander à un pays comme le Togo, qui dépend essentiellement de ces choses pour payer ses salaires ou pour construire ses routes, on ne voit pas le réalisme de cela. C'est votre crainte, monsieur Laurent Kodjo. Nous allons marquer une petite pause le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.